vous avez forcément entendu parler du drame autour de l'accident causé par Pierre Palmade et de cette famille qui vit un véritable drame également différent du vôtre, mais c'est un drame. On a l'impression que tout va très vite. C'est-à-dire que même les personnes qui n'étaient pas, entre guillemets, responsables, qui n'avaient pas le volant entre les mains, mais qui étaient les accompagnants, ont été recherchés presque avec une affiche wanted. Dans les 48 heures, il fallait les retrouver. Lalia, pourquoi tu te bats dans ce cas depuis 5 ans? Parce que Pourquoi tu te bats depuis presque 3 ans, Nathalie? Parce que malheureusement, en France, la justice n'est pas la même pour tous. Selon qui vous êtes, eh bien, vous n'avez pas le même droit, vous n'avez pas le même droit à la justice. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Si c'est pas moi qui prends la parole sur les réseaux, voilà. Personne n'a entendu parler de mon histoire. Elle n'est pas passée à la télévision, rien du tout. On est des gens lambda, c'est ça le problème. On n'est rien en fait, simplement. Parce qu'il faut dire la vérité, hein. On n'est rien. On est des gens lambda. On n'est pas des personnes connues, on n'est pas... C'est ça. On est personne en fait. Et ma fille réalise vraiment que... Je savais que ça allait être dur, mais... Ma fille, elle réalise en fait que... Ça va être dur. Ce sont deux femmes différentes avec des histoires de vie différentes et pourtant un drame qui les réunit. Vous avez toutes les deux perdu les membres les plus chers, votre famille, dans un accident, une tragédie qui a fait bousculer vos vies à tout jamais et vous en avez conscience parce que vous étiez déjà confié, Lalia sur le plateau d'Aja. Je m'en souviens très bien. Nathalie également, tu étais venue nous voir l'année dernière sur le plateau d'Aja. Dans une petite quinzaine de jours, il y a enfin vos procès qui vont avoir lieu, ce que vous attendiez tant. Ma première question, elle est la suivante, Lalia et Nathalie. En quoi être à mes côtés avant ces procès peut vous aider? En quoi le soutien du public par rapport à vos histoires de vie respectives peut être très important? Je te laisse commencer. C'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte malheureusement que sans soutien, sans médiatisation, sans faire connaître nos histoires, eh bien, on n'obtient pas forcément justice, on n'est pas entendu. On est un peu le commun des citoyens français. Et c'est vraiment important que les personnes soient derrière nous, les citoyens soient derrière nous, les médias soient derrière nous et qu'ils fassent porter notre voix parce que c'est la seule façon d'être entendu aujourd'hui. Nathalie, avoir pris la parole publiquement dans les médias, est-ce que tu penses que ça t'a aidé à obtenir un procès? Oui, totalement en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que le conducteur, moi dans mon cas, il était en liberté pendant plus d'8 mois. Donc il n'avait pas été auditionné, rien du tout. Donc pour moi c'était un enjeu très très dangereux en fait, dans la procédure parce que vu que c'est un conducteur qui n'a pas de papier français, donc on avait peur avec mon avocate et ma famille qu'ils partent en fait, du territoire français tout simplement. Donc c'était pour moi les réseaux sociaux un point positif en fait. On va expliquer au public qui ne connaît pas encore votre histoire, ce qui malheureusement vous est arrivé. Juste, tu tenais à nous expliquer pourquoi tu portes un masque aujourd'hui, Lalia. Parce que j'ai beaucoup de mal à... D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté ma ville et que je me suis expatriée à Manchester, en UK, en Angleterre, pardon. C'est que les gens, en fait, ce qui est totalement normal, la compassion, puis ils ressentent un peu de la pitié un peu quand ils nous voient. Donc, je ne veux pas être juste reconnue en étant que la maman qui a perdu 3 enfants. Il y a quelqu'un d'autre derrière ça, je suis enseignante, et je ne veux pas non plus que mes élèves, en me regardant, c'est notre maîtresse, elle a perdu 3 enfants, que ce soit tout le temps, en fait, que ce soit une étiquette qui me soit collée, c'est trop lourd à porter. Je comprends, je peux comprendre. Nathalie, c'est un point que tu comprends? Franchement, je la comprends totalement parce que je le vis aujourd'hui, et c'est vrai que quand je vais dans les centres commerciaux, on me reconnaît. Chez le médecin ou autre, en fait, dès que je marche dans la rue, on me reconnaît très très rapidement. Donc c'est vrai que c'est un poids supplémentaire, surtout que nous, on est victimes. Ça veut dire qu'on est beaucoup suivi psychologiquement ou autre, en fait, tout simplement. Et ça nous rajoute encore plus de pression. Donc c'est vrai que je comprends totalement le point de vue de Lalia, en fait, au final. C'est-à-dire que vous vivez, même si vous vivez perpétuellement avec ce drame, avec ce qui est votre combat aujourd'hui, à chaque instant, tu es ramené à ce combat. Exactement. C'est-à-dire, tu as l'impression parfois de n'être plus que ce combat? En fait, moi, je ne suis plus Nathalie, je suis Justice Faye Mohamed, aujourd'hui. Mais c'est très lourd ce que tu dis. Comment tu peux dire « je suis plus Nathalie » ?
Bah, je suis plus Nathalie parce que les personnes, quand ils me voient dehors, je suis Justice Mohamed, tout simplement. C'est une étiquette, en fait. C'est une notion que tu comprends, Lalia, cette Bah, étiquette. T'as le sentiment, toi aussi, de ne plus être Lalia? C'est justement ce que je veux éviter. C'est-à-dire que moi, quand je suis dehors, on ne sait plus qui je suis, en fait. On me voit en tant que personne. Mais si vraiment on me reconnaissait, je sais que ça sera juste Justice Enfant Lalia. Et ça, c'est dur, en fait. C'est trop difficile à supporter. Tu nous partages ce qui est arrivé, Lalia, le 8 juillet 2018. Oui. Donc le 8 juillet 2018, j'ai 3 de mes 5 enfants qui ont perdu la vie. Ils ont été, c'était le week-end du papa, parce que je suis séparée de mon ex-conjoint, parce qu'il a mené une double vie derrière mon dos. Et puis ce dimanche, c'était un dimanche d'été, mon ex-mari a confié ses enfants à sa compagne. Et puis mes enfants ont été conduits, ils allaient souvent avec elle, parce qu'en fait, quand ils récupèrent mes enfants, c'est souvent elles qui s'en occupent, malheureusement. Certains papas demandent la garde des enfants, mais ne s'en occupent pas vraiment. Et puis ce dimanche-là, elle a amené mes enfants au lac des Prés-Saint-Jean, à Chalon-sur-Saône, et ils ont été autorisés à nager dans un lac qui est pourtant interdit à la baignade, un lac qui n'est pas propre. C'était spécifié? Non. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai également porté plainte contre le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, parce qu'il n'y a aucun panneau qui indique l'interdiction à la baignade. C'est-à-dire qu'elle est connue de tous, cette interdiction, du moins les Chalonnais, mais il n'y a pas de panneau. Et donc mes enfants ont été conduits à ce lac, donc ils avaient une tenue de rechange prévue. Et puis elle leur désigne l'endroit où ils peuvent nager. C'est un dimanche, il fait hyper chaud, le lac est bondé de monde, parce que tout autour on peut jouer au basket, les gens viennent pour des barbecues. C'est un endroit quand il fait chaud où c'est bondé de monde. Et elle choisit un endroit où personne ne pouvait voir mes enfants. Donc, faut passer entre des arbustes pour avoir accès à l'eau. Puis voilà, vous pouvez nager là. Et elle les laisse tout seuls. Elle va s'asseoir à plus de 100 mètres de mes enfants. Et elle les laisse, voilà, dans l'eau. Aucun de mes enfants ne sait nager. Donc, mes enfants n'ont pas fait une scolarité en France. Donc, on vit à l'étranger. Il n'y a pas d'obligation d'apprendre à nager. Beaucoup de personnes me demandent pourquoi ils ne savaient pas nager. À l'étranger, des fois, c'est plus difficile d'avoir du temps pour prendre des cours de natation, etc. Donc, en tout cas, ils n'étaient pas aptes à nager à proprement dit. Et puis, ce jour-là, donc, j'ai 4 de mes enfants dans l'eau avec 2 des enfants de la belle-mère qui, eux, savent nager. Et mon plus grand, Abdelrahman, qui a 13 ans, il joue au basketball. Donc, moi, le récit, c'est à travers ma fille, de 11 ans à l'époque. Et donc, elle me dit, elle commence à voir ma petite Asia, qui a 9 ans, qui perd pied dans l'eau. En fait, le réflexe, quand on n'a plus pied, on panique, etc. Et elle me dit, voilà, on crie. Voilà, c'est ça. Donc elle voit sa petite sœur se débattre, mais elle ne comprend pas tout de suite en fait ce qui se passe, que ça reste des enfants. Et puis mon fils Abdallah, qui est juste à côté d'elle, de 10 ans, eh bien en fait, tous les deux, ils essaient de survivre. Ils se tiennent comme ils peuvent. Et elle me dit, ma fille, je vois qu'Asia disparaît sous l'eau. Ça prend vraiment quelques secondes et ensuite Abdallah la suit juste après. Et ma fille réalise vraiment que... Je savais que ça allait être dur, mais... Ma fille, elle réalise en fait que... Courage. Ça va être dur. T'es passée par cette phase, je me souviens, tu te confiais à moi, Nathalie, sur les larmes. Tu me disais aujourd'hui, je ne pleure plus. Tu te souviens? Ouais. C'est vrai que oui, je suis passée par cette phase-là au tout départ, où c'était très très compliqué. Moi, c'était le tout départ, donc le jour de l'accident. Et je pleurais beaucoup, comme on l'a dit. Et puis un jour, je me suis levée, je me suis dit, c'est bon, stop. J'arrête de pleurer. J'y arrive pas, moi. J'arrête. Chaque fois que j'en reparle, c'est... Donc en fait, au final, je garde tout intérieurement. Peut-être qu'elle a plus de facilité à extérioriser que moi, en fait. Après, c'est vrai qu'il y aura un contre-coup un jour. Peut-être après le jugement. Sûr. C'est sûr. T'as peur de ce contre-coup? En fait, je suis un peu comme elle, c'est-à-dire que moi, je pleure quand j'en parle. Si j'en parle pas, les gens qui connaissent pas mon histoire ne savent pas, en fait. Ils disent, c'est pas possible qu'elle a vécu quelque chose comme ça, elle est toujours souriante. Mais dès que j'en parle, en fait, l'émotion... Et d'ailleurs, on est suivi psychologiquement pour ça, c'est qu'il faut extérioriser et c'est difficile parce que ça donne des problèmes de santé. Moi, j'ai des problèmes de santé à cause de ça, par exemple. Qu'est-ce que tu as comme problème de santé? J'ai des blocages dans le dos, les muscles qui se raidissent, je suis obligé d'avoir un ostéopathe pour débloquer tout ça, de l'anxiété, du stress, problème de concentration, problème de mémoire. Ça bouleverse une vie, en fait.
Ça a bouleversé ta vie aussi de cette façon-là. Ton corps te parle de cette façon-là, Nathalie? Pareil, en fait, voilà, moi c'est comme l'ALIA, totalement. Trouble du sommeil aussi. Voilà, c'est ça. Trouble du sommeil, je suis on dort plus. souvent suivie psychologiquement. J'ai souvent des kystes, malheureusement. La mémoire, je ne l'ai plus. Ça veut dire on peut me dire quelque chose maintenant, mais 1 heure après, j'oublie tout. Je ne peux pas me rappeler de ce que j'ai fait la veille. C'est très compliqué, en fait. En fait, nous, notre cerveau, il est resté bloqué au jour de l'accident. C'est ça. C'est comme si chaque jour que vous vivez, nous, ça reste le jour de l'accident, tout simplement. Ça veut dire que quoi que tu fasses, Lalia, tu es dans cette fameuse journée du 8 juillet 2018. Ouais, on n'arrive pas à la passer, en fait. On n'y arrive pas. Il suffit d'une chose, d'une parole, d'un mot, d'une odeur, ou quoi que ce soit qui nous ramène. Et c'est le cerveau, en fait, il a bloqué. C'est ça le traumatisme, en fait, c'est que le cerveau, il bloque à un événement et puis il fonctionne plus correctement, en fait. On n'a pas perdu la tête pour autant, mais il fonctionne plus comme avant. La mémoire, moi, par exemple, je suis enseignante et je peux plus enseigner parce que j'arrive plus à me souvenir, j'arrive plus à corriger les copies de mes élèves, j'arrive plus, en fait. J'y arrive plus. Qu'est-ce qui vous explique, le psychologue? Il arrive à mettre des mots sur ce qui est en train de vous arriver, sur pourquoi vous perdez la mémoire? En fait, le cerveau est touché, en fait. En soi, il est touché. Il faut apprendre à vivre avec ça, mais on peut vivre avec la douleur, mais le traumatisme, tout ce qui est lié au cerveau, il faut avoir un psychologue qui vous aide à... Moi, je fais de l'EMDR, en tout cas, je ne sais pas si on peut parler de ça. Qu'est-ce que c'est, l'EMDR? C'est une méthode que certains psychologues utilisent en utilisant des mouvements des yeux, en fait, parce qu'ils disent que le traumatisme, il a des conséquences qui font qu'il peut arriver et vous perturber à n'importe quel moment et vous ne pouvez pas contrôler. Et en fait, il nous aide à contrôler ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, par exemple, pour ma part, ça va être, je vais parler de mes enfants, je vais m'effondrer, je vais trembler, je vais plus... Et apprendre à gérer ça. On peut en parler en gérant. Ils nous ont dit, on ne pourra jamais effacer votre douleur, ce qui s'est passé, mais on va vous apprendre à vivre avec. Ça, c'est de l'EMDR. C'est pas gagné, mais... Non. Donc, je me permets de poursuivre. Oui. Le 8 juillet 2018, tu perds tes 3 enfants, tragiquement, dans ce lac. La belle-mère dont tu nous parlais, elle est mise en examen pour meurtre involontaire. Homicide involontaire. Homicide involontaire, pardon. Qui l'a mis en examen? Le procureur de Chalon-sur-Saône. Et ton ex-mari dans toute cette histoire? Absolument rien. Il a absolument rien. Parce que ce sont ses enfants. C'est surtout lui qui avait le droit de garde des enfants. Donc on m'a dit, le fait qu'il ne soit pas là suffit à ce qu'il n'y ait absolument rien contre lui. Mais je dis, mais c'est quand même lui qui avait la garde des enfants. Je dis, moi, en tant que mère, je suis séparée de mon conjoint. Si je confie mes enfants à une personne totalement irresponsable et qu'il arrive un drame, je dois être tenue pour responsable. Mais apparemment, légalement, non. Légalement, non. Donc il n'a absolument rien. Et quel rapport tu as aujourd'hui avec ton ex-mari face à cette tragédie? En fait, quand le drame s'est passé, il y a toujours eu des tensions entre moi et lui parce qu'il n'a jamais accepté la séparation, en fait. Pour lui, malgré qu'il ait mené cette double vie, qu'il s'est remarié avec une autre femme derrière mon dos et qu'il y a eu beaucoup de troubles suite à ça, je suis comme sa propriété. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de demander le divorce, tu n'as pas le droit de partir, un peu tu m'appartiens. Donc tu n'as pas demandé le divorce? Si, j'ai demandé le divorce. Mais pour lui... Il a été prononcé? Oui, 4 ans après. 4 ans après? 4 ans. Après la mort de mes enfants, j'ai eu mon divorce, pour vous dire. Ouais, ça a pris 4 ans de bataille pour avoir mon divorce civil. Mais pour lui, non, en fait, je n'étais pas en droit de... Quoi qu'il fasse, il fallait que je reste. Il souffre de cette situation? Moi, je dirais plutôt que c'est de la manipulation, de la perversion un peu. Mais il a perdu ses 3 enfants, lui aussi? Oui, mais il a perdu ses 3 enfants, mais à la fois, cette femme-là qui en est responsable, ils vivent encore ensemble. Ils ont d'ailleurs eu un autre enfant après le décès de mes enfants. Donc il est de son côté, il m'a dit clairement, il prend sa défense. Et en fait, dans la procédure, je suis avec mes filles, contre elles et contre lui. En fait. En tant que femme, j'imagine que c'est très dur, mais en tant que mère, ça doit l'être d'autant plus. Moi, c'est surtout, j'ai fait le deuil de cet homme depuis longtemps. C'est surtout pour mes enfants, pour mes filles que j'ai aujourd'hui, et mes 3 qui sont partis. C'est difficile pour elles, en fait, d'avoir perdu leurs 3 enfants à cause de la femme de leur père, et que leur père soutienne cette femme. Et qu'il les a abandonnées parce qu'elles n'ont plus de contact avec leur père depuis des années. Donc, il a choisi de rompre tout contact avec ses filles. Donc c'est la double peine, et moi, c'est ça qui me fait souffrir, en fait. Je suis en colère de voir mes filles souffrir, parce que tout ça, c'est à cause de lui, en fait. La perte de mes enfants, c'est à cause de lui. Et la souffrance de mes filles aujourd'hui, il en est en partie responsable. Ça, c'est dur. Nathalie,
Tu as perdu tes 3 enfants dans un choc frontal, tu nous l'avais expliqué. Tout s'est passé très vite. Dans la nuit du 12 juin 2021 à Crancé, tu perds ton mari, Ali, Kemrel, 6 ans, Liam, 4 ans, Aleyana, 18 mois. Pour les personnes qui n'ont pas encore entendu ton histoire, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce fameux soir? Oui, donc c'était le 12 juin, un samedi. Et tout simplement, moi j'étais au travail. Je travaille à Primark de Aulnay-sous-Bois. Et ce soir-là, moi, quand j'ai fini le travail, il était 20h50, donc le temps de me préparer, de me changer. Donc j'appelle mon conjoint dans les alentours de 21h. On échange, tout se passe bien. Et par la suite, je le rappelle et il me dit qu'il va déposer son ami à Nogent-sur-Seine. Donc nous, on habite à Nogent-sur-Seine. Et juste avant, en fait, il était à Romilly-sur-Seine avec ses frères. Donc il va déposer son ami à Nogent-sur-Seine, tout se passe bien. Il fait le retour pour retourner chez son frère, vu que les enfants étaient là-bas. Et donc je le rappelle et il me dit tout simplement je vais rentrer bientôt, je fais manger les enfants, vu que la belle-sœur avait cuisiné un repas. Je dis d'accord, mais rentrez pas trop tard. Et donc moi je vois qu'il ne me rappelle pas, donc je me dis bon, entre frères, on sait tous ce que c'est quand on est avec la famille, l'heure elle défile très très rapidement, quoi. Donc moi je le rappelle pas, je le laisse. Et sauf qu'en fait ce jour-là, vu que j'avais travaillé 10 heures, j'étais fatiguée. Donc moi je me suis endormie. Et l'erreur que j'ai faite tout simplement, c'est que j'ai mis mon téléphone en silencieux. Et dans la nuit, en fait, je reçois plusieurs appels. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai senti la lumière à côté de mes yeux de mon téléphone. Et en fait, tout simplement, j'ouvre les yeux. Et je vois une des belles-sœurs qui me contacte. Donc moi, je regarde et je me dis, mais pourquoi elle m'appelle, en fait, dans ma tête? Et donc du coup, je prends mon téléphone et j'essaye de décrocher. Sauf qu'elle avait déjà raccroché. Et je vais pour la rappeler. Mais en fait, avant de la rappeler, je vois j'ai plein d'appels. Peut-être une vingtaine d'appels, en fait. Vraiment beaucoup d'appels. Et j'ai à peine le temps d'appuyer pour la rappeler qu'en fait, elle m'avait déjà rappelé directement. Donc je décroche et j'écoute le téléphone et j'entends elle pleure au téléphone. Je me dis, mais moi, c'est disputé avec son conjoint, rien de grave, quoi. En fait, jamais j'aurais cru vraiment que c'était très grave à ce moment-là. Et elle pleure et elle parle pas. Donc moi, j'attends. Et il y a une autre des belles-sœurs qui prend le téléphone et elle me dit Kemrel, il est mort. Je dis quoi? Moi, je la crois pas, en fait, à ce moment-là. Je dormais, j'étais encore dans mon sommeil. Kemrel, c'est mon fils de 6 ans. Et du coup, moi, je la crois pas, tout simplement. Et de là, elle me dit si, Nathalie, écoute. Et je dis bon, ta blague, elle est pas marrante. Moi, je vais pour accrocher, en fait. Et après, elle insiste. Elle me dit non, écoute, c'est vrai ce que je te raconte. Je vais pas te mentir sur ça, en fait. Et donc moi, je suis choquée, en fait, à ce moment-là. Je suis choquée, je pleure, je lâche mon téléphone et en fait, je dormais chez ma mère. Donc en fait, elle s'est réveillée en sursaut à ce moment-là. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, oui, mon fils Kemrel, il est mort. Elle me dit, mais c'est pas possible, il est avec son père. Je dis, oui, ben, je sais pas, c'est ce qu'elle m'a dit, la belle-sœur, donc je sais pas, en fait. Et du coup, je vais pour prendre mes clés de voiture et partir, en fait, directement là où ils sont. Sauf que ma mère, elle me dit, mais c'est hors de question que tu conduis. C'est hors de question, du coup, elle prend les clés de la voiture. Et donc, du coup, c'est pour ça que je ne suis pas allée, en fait, sur les lieux de l'accident. Parce que moi-même, je savais, si j'aurais pris la voiture, ça aurait pu être pire, en fait, simplement. Mais à ce moment-là, tu ne savais pas pour ton mari et pour les 3 enfants? Je ne savais pas du tout. Pour moi, en fait, il est décédé, je n'ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé, en fait, ça ne me venait même pas en tête. Et du coup, je la rappelle et je dis, mais il s'est passé quoi Il est où Ali? Il est où le père des enfants? C'est ça. Et elle me dit, je sais pas où il est Ali, je sais pas où il est Liam, mais je sais pas où elle est Aliana. Je sais pas ce qui s'est passé. Je dis d'accord. Et du coup, elle me dit, bon, je te rappelle. Bon, j'attends, les heures et défilent, rien du tout, pas de nouvelles. Je la rappelle. Elle me dit, j'ai pas de nouvelles, je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont eu un accident de voiture. Je dis, mais un accident de voiture et Kemrel est décédé, mais c'est pas possible. C'est quel genre d'accident de voiture en fait? Je comprends pas. Comment on peut décider d'un accident de voiture Pour moi, c'était impossible en fait. Ça n'existait pas. Et du coup, elle me dit, je te rappelle. Et elle me rappelle sur les coups de 1h du matin. 1h, puis 1h30, dans les trucs comme ça. Elle me dit, oui, Nathalie, Ali, il est mort. Je fais quoi? Et là, en fait, j'étais choquée. C'est à partir de ce moment-là, parce que moi, dans ma tête, psychologiquement, je me suis dit, on a un enfant qui est décédé,
Mais il y a le père, en fait. Il y a le père, il y a les deux autres enfants. Et en fait, ensemble, on peut tous remonter. Certes, ça allait être très difficile. Mais en fait, je n'allais pas être seule, en fait, tout simplement. Donc, j'aurais le soutien du père et il aurait les mots, en fait. Moi, je reste une femme. Je reste faible et voilà, peut-être que lui, il aurait trouvé les mots pour me porter, en fait, tout simplement, à ce moment-là. Tu n'es pas faible, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah, j'essaye. Franchement, c'est pas évident. Et du coup, donc j'ai appris le décès de mon conjoint. Et en fait, ce qui m'est venu en tête, en fait, à ce moment-là, mais en fait, je vais jamais tenir sans lui. Tout simplement. Pour moi, c'était impossible. Parce que mon mari, moi, c'est mon pilier, en fait, tout simplement. C'est vraiment... C'est comme un arbre, en fait, c'est la racine. Et ça, tout le monde le sait, hein, vraiment. Voilà, moi, je peux pas vivre sans mon mari, en fait. Et par la suite, il y a ma belle-mère qui arrive, parce qu'elle habite dans les alentours du 93. Et donc elle arrive en bas de chez ma mère et moi je descends avec ma mère et tout. Et en même temps j'appelle ma soeur. Entre-temps j'appelle mes soeurs, je leur dis oui, il y a un accident et tout. Et elles font leur recherche de leur côté pour les deux autres petits enfants. Donc Liam et Aliana. Sauf qu'en fait on n'avait pas de nouvelles, pas d'informations, rien du tout. Donc elles cherchent sur internet et tout. Et elles voient un article. En fait il y avait déjà un article alors que moi-même je n'étais même pas au courant de l'accident, rien du tout. Déjà... Quand j'ai vu l'article, j'étais choquée en fait, par la suite. Et de là, elle voit en fait, qu'il y a un enfant qui est héliporté à Henri-Mondor et l'autre, et il va à l'hôpital de Reims avec les pompiers. Donc, moi, je dis à ma belle-mère, vous allez à Reims, vu que vous allez aller vers Romilly-sur-Seine. Et toi, tu vas à Henri-Mondor? Moi, je vais à Henri-Mondor parce que Aléana, c'est la plus petite, elle a 18 mois. Et pour moi, ils avaient rien en fait, les enfants. J'étais dans le déni total en fait. Bien sûr. Et du coup, elle me dit, et je lui dis, je dirais que je suis désolée, que je ne sois pas venue, que j'ai préféré aller pour la petite, parce qu'elle est plus petite en fait, tout simplement. Mais dès que je vois la petite, directement, je viens aussi le voir. Elle me dit, non, t'inquiète pas, t'es pas une mauvaise mère, ma belle-mère. Elle me dit, oui, t'es pas une mauvaise mère, t'inquiète pas, je comprends, nous on va y aller et tout. Donc je lui laisse la clé de ma voiture, voilà, la carte grise, tous les papiers. Ils partent et donc nous on va directement à Henri-Mondor avec ma soeur et mon beau-frère. Une fois arrivé à Henri-Mondor, je lui demande à la sécurité est-ce qu'il y a un hélicoptère. Il me dit non, pas du tout. Donc moi je me suis dit mais en fait c'est quoi ce problème encore? En fait c'est des problèmes sur des problèmes. Donc je comprenais pas. Et là en fait j'étais encore plus paniquée. Et je lui dis vous êtes sûre et tout? Il me dit moi, j'en ai pas vu, mais si vous voulez, allez vous renseigner. Moi, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais appeler directement. Donc, j'appelle le service de secours qui ont pris en charge la petite. Et de là, ils me disent, je vous transfère avec le pédiatre. Ils me transfèrent avec le pédiatre et ils m'expliquent que la petite, elle va bien, elle est réveillée. Et finalement, elle a été téléportée à l'hôpital Necker, au service de déchocage. Sauf que moi, je ne savais pas c'était quoi un service de déchocage. J'avais pas compris. C'est quoi un service de déchocage? En fait, un service de déchocage, c'est là en fait où on plonge des personnes dans le coma en fait tout simplement. Ah ok. C'est parce que moi on m'a dit elle est réveillée et en parallèle on me dit un service de déchocage. J'ai pas compris. Pour moi dans ma tête elle est réveillée, elle va bien. Il se passe quoi dans un moment comme celui-là dans votre tête en tant que mère? On réalise pas, je pense. Le déni, comme elle dit. Le déni, c'est pas réel, c'est pas crédible en fait. On voit, on entend. Mais il y a comme une séparation, je pense, entre l'esprit. Voilà. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là, en fait. Vous entendez, mais vous n'entendez pas. Vous voyez, mais vous voyez pas. C'est pas descriptible, en fait. Franchement, on dirait qu'on est dans un film. Parce que là, ce que je comprends, c'est que face à ce drame que vous découvrez toutes les deux, vous n'avez pas d'autre choix que de tenir le coup, que de faire face, que d'affronter, que d'essayer de savoir, qu'aller chercher l'information. C'est ça. C'est à quel moment que vous vous effondrez? C'est à quel moment que le corps y répond plus? C'est à quel moment que l'esprit réalise? Ça peut prendre des années. Franchement, ça peut prendre des années. Pour ma part, moi j'ai compris quand j'ai vu le corps en fait à la pompe funèbre de mon mari avec des enfants. J'ai commencé à comprendre, mais moi quand je rentrais chez ma soeur, parce que je ne suis pas rentrée chez moi directement, quand je rentrais chez ma soeur ou quand j'allais à côté de la petite, j'avais le réflexe d'appeler mon conjoint. C'est ça. Systématiquement. Même aujourd'hui encore, j'ai encore son numéro dans mon répertoire.
C'est ça. Donc les messages et tout. On n'a pas vraiment réalisé. C'est pour ça que je dis que ça prend des années, parce qu'il y a la réalisation dans le sens où, oui, on voit les corps, on enterre les morts, on pleure, mais on ne réalise pas vraiment, en fait. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, vous pouvez attendre inconsciemment un SMS, un appel, ça peut vous arriver? Pas ça pour moi, mais moi je sais que ça a pris des années et que, encore en Angleterre, il y a quelques années, je m'amusais, mais j'appelle mes enfants parce que je veux être dans la situation de ne pas avoir de réponse pour me convaincre à moi-même que oui, ils ne sont plus là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est compliqué, mais... C'est très compliqué, je suis à la maison et je suis Abdelrahman, Abdallah, Assia. Tu les appelles oralement, c'est ça? À haute voix? Tu continues de le faire? Là, je le fais moins, mais je le faisais encore il y a peu. Parce que c'est comme si je voulais faire comprendre à mon cerveau, il faut que tu comprennes qu'ils ne sont plus là, ils sont plus là en fait. Donc on se met dans des situations où on va se contraindre soi-même en fait. Vous vous sentez encore connecté à vos enfants en tant que mère? Bien sûr. Vous les ressentez? Moi, personnellement, je reste connectée avec mes enfants. Après, c'est vrai que moi, c'est tout frais par rapport à l'Alia. Ça fait un peu moins de 2 ans. Et l'Alia, ça fait quand même plusieurs années. Donc après, c'est vrai que c'est différente. Moi, après, c'est plus je dirais plus, ça relève du spirituel. En fait, on sait qu'ils sont mieux où ils sont maintenant, parce qu'on a une conviction qu'il y a une existence de vie, la vie après la mort, qu'ils sont au paradis, etc. Donc moi, la connexion, c'est plus, j'attends de les retrouver, en fait. Mais j'ai pas cette connexion, on va dire... Mais si tu attends de les retrouver, ça veut dire que tu subis ta vie? Pas dans ce sens-là, mais je la subis dans le sens où le fait qu'il n'y ait toujours pas de justice, ça, oui, je la subis, la vie. Parce que mes enfants étaient arrachés, en fait. Ils ont quitté ce monde alors qu'ils avaient des rêves, ils avaient des choses de prévues. Tout s'est arrêté. Et puis on nous demande d'attendre. Mais d'attendre quoi? On vous demande justement d'attendre quoi? C'est ça. Et votre parcours, pour le coup, il y a des similitudes et il y a des différences là-dessus. Parce que l'Alia, de ton côté, tu as mis 4 ans avant de parler publiquement. C'est ça, hein? J'y arrivais pas. J'étais incapable de parler avant ça. Je ne pouvais pas. On m'a exhorté à plusieurs reprises, il faut que tu en parles sur le réseau. Regardez, là, ça fait bientôt 5 ans, j'en pleure comme si c'était hier. Dès que j'en parle, je craque et je ne me sentais pas du tout capable de prendre la parole. Et de ton côté, Nathalie, la prise de parole sur les réseaux sociaux, auprès de médias, elle a été plus évidente? Moi, en fait, comment j'ai médiatisé? En fait, un jour, tout simplement, j'étais sur les réseaux. Et en fait, j'ai découvert un témoignage. C'est le témoignage de Justice pour Ismaël. Et en fait, de là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas seule à avoir perdu un enfant. Ou 2 ou 3, en fait. Et je me suis dit, en fait, si elle y arrive à témoigner, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Ça m'a fait la même chose. C'est son témoignage à elle qui m'a... C'est vrai? C'est vraiment... Raconte-nous. Et puis beaucoup de personnes m'ont contacté en voyant le témoignage de Nathalie. Regarde, il y a une maman qui a perdu 3 enfants, mais regarde, la différence, c'est qu'elle parle. Il faut que tu parles. Il faut vraiment que tu parles de ton histoire. Regarde, elle y arrive. Et moi, c'est vraiment ça, ouais. Je me permets une question. Je vais y aller cash. Pourquoi vos drames mettent autant de temps à être traités, à être jugés, à être entendus? Je regarde l'actualité depuis des semaines. Vous avez forcément entendu parler du drame autour de l'accident causé par Pierre Palmade et de cette famille qui vit un véritable drame également différent du vôtre, mais c'est un drame. On a l'impression que tout va très vite. C'est-à-dire que même les personnes qui n'étaient pas, entre guillemets, responsables, qui n'avaient pas le volant entre les mains, mais qui étaient les accompagnants, ont été recherchés presque avec une affiche wanted. Dans les 48 heures, il fallait les retrouver. Lalia, pourquoi tu te bats dans ce cas depuis 5 ans? Parce que pourquoi tu te bats depuis presque 3 ans, Nathalie? Parce que malheureusement, en France, la justice n'est pas la même pour tous. Selon qui vous êtes, eh bien, vous n'avez pas le même droit. Vous n'avez pas le même droit à la justice. C'est ça qui est dramatique aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, les gens du commun, le monsieur, madame, tout le monde, on est obligé de faire appel aux médias, d'utiliser les réseaux sociaux pour se faire entendre. Alors que ça devrait être la même pour tous. C'est clairement pas le cas. Clairement. Quand je regarde ton histoire, Nathalie, le chauffard, et il y avait des circonstances aggravantes, alcool, excès de vitesse, pas de permis, qui nous disait pas de papier, tu l'as dit en introduction, pas d'assurance du véhicule. Ce chauffard a mis 8 mois avant d'être entendu par les autorités, c'est ça? 8 mois et bizarrement, une fois que j'ai fait ma première vidéo, en fait, ma vidéo de détresse, tout simplement, et en février, le 14 février, c'est à partir de ce moment-là où, grâce au partage de tout le monde, que le tribunal a pris conscience de ce dossier-là.
Ça veut dire que j'étais un numéro parmi tant d'autres, en fait. Et pourtant, si je ne me trompe pas, ça t'a été reproché, ta prise de parole dans les médias. Bah, en fait, Par qui? Ça m'a été reproché par le camp adverse, tout simplement. C'est qui le camp adverse? L'avocate du conducteur. Parce que pour eux, j'utilise les médias pour attiser la haine, en fait. Or que pas du tout. Moi, mon but, c'est d'obtenir justice, en fait. Mais tu souffres? Bien sûr que je souffre. Bien sûr. Après, je ne le montre pas. C'est pas parce qu'on sourit qu'on est heureux, hein, tout simplement. Nous, on survit. Il faut savoir que nous, on survit chaque jour. Qu'une journée, et même une heure, c'est très, très difficile pour nous. Donc, des fois, on ne se nourrit pas, on ne dort pas. Franchement, c'est une dépression horrible. Donc, La souffrance, elle peut engendrer une part de haine? pour mon cas, non. Non, parce que pourquoi j'aurais la haine contre le conducteur en vrai? Ça servirait à quoi? Il ne va pas les ramener, il les ramènera jamais. Les excuses, ça ne changera rien. J'ai attendu presque 1 an et demi pour des excuses. J'ai eu des excuses le 5 janvier 2022. Toi, tu en as eu. Moi, j'en ai pas eu. Pourquoi? La question est pourquoi j'ai eu des Puis excuses? elles ne servent à rien, les excuses. On a perdu Parce qu'on est en pleine audience. Voilà. C'est pas des excuses sincères en pleine audience. C'est-à-dire que tu as obtenu des excuses le 5 janvier 2022 devant les magistrats, devant les procureurs? Exactement. Le jour où il fait la demande de remise en liberté. Donc, c'est hypocrite? Pour moi, c'est totalement hypocrite, bien sûr. Si on veut s'excuser, on est sincère, on n'attend pas une audience en fait pour s'excuser. De ton côté, Lalia, t'as pas eu de mots? T'as pas eu de témoignage de la belle-mère? Non, j'ai juste eu ces dépositions que j'ai lues parce que j'ai accès au dossier. D'ailleurs, elles changent plusieurs fois de version. Mais les excuses n'y feront rien parce que ça ne pourrait jamais réparer ce qu'on vit aujourd'hui et ce que mes filles vivent aujourd'hui. Vous parliez de la haine, moi, c'est pas de la haine, c'est de la colère. C'est de la colère parce qu'aujourd'hui, on vit avec une douleur qui ne va jamais nous quitter, qui quittera jamais mes filles. Elles vont devoir se construire avec ça. Et il n'y a rien qui pourra réparer ça. Pourquoi on se bat aujourd'hui pour justice, en tout cas pour ma part? Parce que c'est la chose qui nous reste en fait. On a perdu des êtres chers, on les a mis sous terre, et puis on nous demande de continuer à vivre. On ne peut pas continuer à vivre. On ne peut pas se réparer ou essayer tant qu'on n'a pas au moins un minimum reconnu notre douleur, reconnu ce drame, et puis jugé les responsables. Sinon, on ne peut pas avancer. Et la reconnaissance, elle passe donc, si je comprends bien, par le jugement. Ah oui. Elle passe par un procès en bonne et due forme, et j'imagine par une condamnation. Bah oui. Ah oui, on l'espère. On l'espère. La condamnation, la notion de condamnation, c'est quelque chose qui est, même si ça ne fera pas revenir vos proches, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Parce que c'est reconnaître que on reconnaît votre souffrance, on reconnaît le drame qui vous a touché, qui a fait perdre la vie à vos enfants. Ces personnes-là ont existé, ne sont plus là aujourd'hui. Parce que cette personne-là ou ces personnes-là ont commis telle ou telle erreur. Donc pour cette raison-là, elles seront punies. Donc l'idée de la punition, déjà à la base, c'est pouvoir remettre les choses à sa place. Parce que sans punition, si demain vous êtes victime d'injustice, ou quelle que soit l'injustice, et que vous n'obtenez pas réparation, vous ne pouvez pas passer au-dessus de ça en fait. Cette plaie, elle reste béante. Elle restera toujours béante. Quelles sont les peines qui sont demandées par ton avocat et par toi, Lalia, envers la belle-mère? Je n'ai pas évoqué ça avec lui, sincèrement. Moi, ce que je veux juste qu'on reconnaisse la culpabilité de la belle-mère et la responsabilité du maire de Châlons dans la non-signalétique du lieu. Il y a eu un report du procès justement parce que le maire de Châlons n'était pas présent. Il a fallu que tu fasses une demande, c'est ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans ma procédure, le procureur et la juge d'instruction ont reconnu qu'il y a un défaut de signalisation sur le lac des Prés-Saint-Jean, mais pour eux, ce n'était pas une raison d'envoyer le maire répondre devant un tribunal. Donc, il n'y a pas eu de mise en examen du maire, absolument rien. En fait, tout a été mis sur la belle-mère. Mais ce drame a pu avoir lieu parce qu'il y a eu 2 éléments qui ont permis ce drame-là. La négligence de la belle-mère, volontaire ou pas, ça restera prouvé, et le fait que ce lac ne soit pas indiqué. Parce qu'on revient sur le fait que, oui, mais elle dit qu'elle ne savait pas que c'était interdit à la baignade. Tout le monde le sait à Châlons. Elle habite... C'est-à-dire de son appartement, elle a une vue sur le lac. Mais pourquoi elle leur a permis de se baigner dans ce lac où la baignade est interdite? Je te pose vraiment la question là. Pour moi, je le dis et j'en assume totalement les conséquences, ça a été volontairement. Elle a volontairement mis la vie de mes enfants en danger. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme-là a commencé une union avec mon mari à l'époque. Moi, je vivais à l'étranger, donc je vivais à l'étranger avec mes enfants depuis plusieurs années. Et puis, elle vivait en France avec lui. Et finalement, je suis revenue vivre en France pour des raisons familiales. Et ça faisait 1 an qu'on était là. Et étant donné que mon ex-mari réclame le droit de visite et d'hébergement de ses enfants, un week-end sur 2, la moitié des vacances, mes enfants se retrouvaient chez elle.
Et il confiait ses enfants à sa belle-mère, à sa femme. Donc c'est elle qui s'occupait de mes 5 enfants. Elle en a déjà 3. Donc moi, pour moi, elle a tout simplement pas supporté. Il y avait déjà des les enfants. négligences? Oui. Il y avait des Tu problèmes. m'en avais parlé, hein. Oui, il y avait des problèmes il y a des choses qui n'allaient pas. Et j'en ai déjà parlé à mon ex-mari parce que le dialogue est très compliqué avec lui. Et puis il y a eu cet événement où une fois j'ai retrouvé mes enfants pieds nus dans la rue parce qu'ils sont sortis en catastrophe de la maison parce qu'elle avait hurlé sur eux. Et que mon fils, pourtant de 13 ans, mon fils il faisait presque 2 mètres quand même, il était quand même presque 1m80, il était quand même grand en taille. Ils ont détalé de l'appartement. Et ce jour-là, je venais les chercher, je retrouve mon fils, les chaussures à la main, il n'a même pas pris le temps de les mettre. Et il était terrorisé. Mais qu'est-ce que tu fais là, Abdelrahman? Qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, Tata, elle s'est mise à crier, Tata l'a mis à crier. Il a eu peur et là, ils ont décampé de l'appartement. J'ai récupéré tous mes enfants et je suis rentrée à la maison. Et donc, j'ai contacté le père. Qu'est-ce qui se passe chez toi? J'ai retrouvé les petits pieds nus, etc. Et ça me dit, ça ne te regarde pas ce qui se passe chez moi. On retrouve dans ton histoire, Nathalie, des complexités avec la belle famille. Exactement. Aussi. Totalement. Différentes. C'est vrai qu'on a beaucoup de points en commun. Ouais. Mmh. Et oui, effectivement, moi, j'ai eu des gros problèmes avec ma famille pour l'enterrement de mon conjoint. Et au final, c'est toujours pas rangé. Donc, je pense Toujours pas? Toujours pas. Donc, c'est vrai que moi, depuis l'accident, c'est moi qui fais toutes les procédures. Donc, c'est vrai que si j'ai pas le soutien des réseaux sociaux ou des internautes ou ma famille, en fait, tout simplement. C'est quoi le désaccord? Le désaccord, c'est l'inhumation de mon conjoint. Donc, en fait, ils voulaient l'enterrer à Mayotte. Et les enfants, ça les intéressait pas. On a un autre point commun, mon ex-mari aussi était mahorais, mahorais congolais. Donc voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est... Même au tribunal, hein, ils étaient choqués, les juges, de voir une situation aussi dramatique et de se battre pour une inhumation, quoi. C'est triste. Et de ton côté, Nathalie, quelles sont les peines qui peuvent être prononcées, qui pourraient être prononcées contre le chauffard en question? Moi, dans mon cas, vu qu'il y a plusieurs circonstances aggravantes, il encourt 10 ans de prison. Après, on est en France. Voilà. Psychologiquement, je suis prête à Tu t'es entendre... préparée Voilà. à être déçue, Voilà. quoi qu'il arrive? Je suis prête. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'en France, les homicides involontaires ne sont pas assez reconnus, en fait, tout simplement. Donc, c'est beaucoup pris à la légère et c'est ça qui cause, en fait, autant d'accidents aujourd'hui en France. Parce que, je suis désolée, mais l'alcool, c'est pas toléré, en fait, qu'on prend le volant. Que ce soit l'alcool, la drogue, dans le cas de Palmade, c'est la drogue. Dans mon cas, c'est l'alcool, en fait. Et c'est les deux choses qui causent le plus d'accidents en France. Oui. Donc voilà, sans compter l'excès de vitesse, dans mon cas, pas de permis, pas d'assurance, pas de papier français, donc ça fait beaucoup. T'as l'impression que ton histoire, elle est traitée peut-être... j'ai pas envie Elle d'utiliser est le mot plus minimisée. rapidement, mais minimisée bien sûr, mais peut-être plus considérée là depuis l'affaire Palmade? Non. Non, parce qu'on n'en entend pas parler, en fait, dans mon histoire. Parce qu'on est Bizarrement. des gens lambda. Si c'est pas moi qui prends la parole sur les réseaux, voilà. Personne n'en a entendu parler de mon histoire. Elle n'est pas passée à la télévision, rien du tout. On est des gens lambda, c'est ça le problème. On n'est rien, en fait, simplement. Parce qu'il faut dire la vérité, C'est ça. hein. On n'est rien. On est des gens lambda. On n'est pas des personnes connues, on n'est pas... C'est ça. On est personne en fait. Je vais vous poser une question qui peut être mal perçue par certains, mais je vais la poser quand même, c'est pas grave. Du fait que vous soyez de confession musulmane, du fait que vous portiez le voile, est-ce que vous pensez que ça peut avoir un impact sur le traitement de vos affaires? Je sais pas, mais moi je pense que être enfant issu de l'immigration, ça facilite pas. Voilé ou pas voilé, musulman, pas Voilà. c'est un Je suis élément en d'accord avec plus. toi. La Pour le religion, coup, ouais. la couleur de peau, je crois que c'est un élément en plus, mais enfant issu de l'immigration, je pense que déjà c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Faut plus se battre? Ouais. Bien sûr. Bah oui, Ah oui. c'est Il sûr. faut donner 10 fois plus, carrément. Alors on rajoute à Et ça plus d'énergie la et- religion, on rajoute à ça Voilà. l'ethnicité, on rajoute tout ça, ça fait un peu beaucoup, je pense. Nathalie, il y a une personne qui a pris la parole Oui. sur les réseaux sociaux concernant ton histoire. Tu nous as envoyé la vidéo. Est-ce que je peux me permettre de te la montrer? Bien sûr. Parce que c'est un nouvel élément, c'est ça, c'est une vidéo qui a été postée de façon publique C'est ça. par cette personne. Tu pourras nous expliquer qui elle est et réagir. Bien sûr. Comme je disais, ce monsieur que vous essayez de mettre à bâtir, ce monsieur que vous essayez d'effondrer là, moi je vous dis, la doit être faite comme Madame Mohamed a dit.
Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé en réalité, en vrai, peut-être que Madame Mohamed n'a pas toutes ces informations. Peut-être que Madame Mohamed, là, elle ne sait rien, mais elle a lancé ça parce que elle est en colère. Parce qu'elle est peinée. Maintenant, je vais vous expliquer. Mon ami qui était dans la voiture, bien attaché, il n'y a rien à dire. Il conduit, tout ça, tout va bien. Jusqu'au moment où une autre voiture le fonce dedans. C'est-à-dire la voiture où il y avait son mari qui n'était pas attaché. Ses enfants, il n'avait pas attaché. Son mari avait bu. Voilà ce qui a causé l'accident. Donc, ne prétendez pas que ce soit mon ami qui a foncé. Qui est cette personne? En fait, cette personne, c'est tout simplement... en fait, il y a une dame qui est venue me parler sur les réseaux, sur Instagram, il y a peut-être un peu moins d'1 an. Et en fait, elle s'est passée pour l'amie du conducteur. Donc moi, bon, tu m'envoies un message, je te réponds partout dans le gentillesse. Et au fil de la procédure, je découvre en fait que c'est la compagne du conducteur. Donc il s'avère que c'est la fille de la compagne du conducteur. D'accord. Donc moi, quand j'ai vu la vidéo, en fait, on me l'a envoyée. On m'a dit, mais Nathalie, t'as vu ce qui se dit sur les réseaux? Je dis, ben quoi? C'est ce qui se dit. Et de là, je tombe sur la vidéo et j'écoute. Et en fait, c'est totalement faux. Déjà, à aucun moment, il y a de l'alcool dans le rapport, en fait. Ni de la gendarmerie, ni dans les expertises d'accidentologie. Mon conjoint n'avait pas bu du tout. Donc, en fait, on ne peut pas publier des fausses informations. Donc, c'est une fausse information. Fausse information, totalement. Et donc, moi, par la suite, j'ai contacté mon avocat directement parce que je trouvais que c'était irrespectueux, sachant que j'ai déjà perdu mon conjoint, mes enfants. Je n'avais pas à subir encore plus, en fait, tout simplement. Donc, j'ai déposé ma courante, en fait, afin que tout ça, ça cesse, en fait. Mais bon, je ne sais pas si, par la suite, ils vont encore réagir, vu qu'ils sont capables, à tout moment. Mais pour eux, ils sont persuadés que c'est mon conjoint qui avait bu, c'est mon conjoint qui lui a foncé dessus, volontairement. Donc, je ne sais pas, mais je ne sais pas quelle père de famille, avec 3 enfants à l'arrière, va foncer sur quelqu'un volontairement. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous attendez des audiences qui vont avoir lieu, Lalia? De ton côté, c'est le 31 mars. J'espère que cette femme-là sera condamnée. J'espère vraiment qu'elle sera condamnée. Et j'espère également qu'elle avouera ce jour-là. Parce que moi, je suis convaincue que cet accident, c'est loin d'être un accident. Mais j'espère que ça pèse sur sa conscience et qu'elle finira par dire la vérité. J'ai besoin de l'entendre parce que moi, j'ai eu une confrontation avec elle une seule fois. Qu'est-ce qui s'est dit pendant cette confrontation? Tu lui as partagé ta conviction? Non, parce qu'en fait, ce jour-là, j'avais des doutes, en fait, parce que vu le contexte de l'entrée de cette femme-là dans la vie de mes enfants, et puis les tensions avec le père, etc., le jour où j'ai retrouvé mes enfants pieds nus, je savais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, mais je ne pensais pas que ça irait jusque-là, en fait. Et puis, un jour, je vais dans un magasin avec mes filles, puis moi, je ne connais pas cette femme-là, j'avais jamais... Quand je suis revenue en France à Châlons, je n'ai jamais cherché à la rencontrer, on s'est séparés. Pour moi, un homme qui fait passer une femme avant ses enfants, ça ne mérite pas de se battre pour lui, en fait. Donc on s'est séparés, et puis j'ai jamais cherché ni à la rencontrer, ni à me venger, ni à rien du tout, quoi. Et puis c'est ma fille qui la reconnaît, parce que mes enfants allaient là-bas chez elle. Et donc ma fille la reconnaît, elle me dit, il y a la femme à papa. Et puis je vois une femme, en fait, qui rentre dans le magasin, qui me regarde, et qui continue sa route. Et c'était la première fois qu'on se croisait depuis le décès de mes enfants. Et je regarde ma fille, je lui dis, t'es sûre que c'est elle? Parce qu'en fait, elle a tellement fait comme si de rien n'était. Je me suis dit, c'est impossible de croiser la mère des 3 enfants dont vous êtes responsable du décès et de continuer la route comme si de rien n'était. Ma fille me dit, si, c'est elle. Alors donc je vais à sa rencontre. Je lui demande des explications. Pour moi, c'était... Comment tu l'abordes? En fait, donc je dis à mes filles, parce que moi j'étais en caisse, rentrez, rangez les courses dans la voiture, vous ne venez pas. Parce que je ne savais pas comment ça allait se passer. Et donc je rentre dans le magasin et je la retrouve au téléphone dans les rayons. Elle venait de me croiser et je la retrouve au téléphone. Et donc, elle me voit en fait, donc moi j'attends derrière qu'elle termine sa conversation, parce qu'elle prend le temps de terminer sa conversation. Et ensuite, elle se retourne, elle me fait face. Et elle me dit rien. Et je lui dis, ça va, la vie est belle? Elle me dit, bah ouais, je vis quoi. Mais sur cette intonation-là que j'emploie avec vous, bah ouais, je vis quoi. Donc avec de la condescendance? Ouais. Et je lui dis, oui, toi tu vis, moi mes enfants ils sont où? Ah, bah c'était un accident. En fait, pour elle, dans sa tête, c'était un accident, ça devait se produire, c'est le destin, et puis un point, c'est tout, on passe à autre chose. Je lui ai dit, qui
qui t'a donné le droit d'autoriser à mes enfants de nager dans ce lac, sachant qu'ils ne savaient pas nager? Et elle me répète, c'était un accident. Je répète ma question. Qui t'a donné le droit d'autoriser à mes enfants de nager dans ce lac, sachant que tu savais très bien qu'ils ne savaient pas nager? Et en fait, elle esquive ma question, c'est un accident, le vole-t-on? Et je répète, je réitère ma question, et elle finit par me dire, eh bien écoute, dans ce cas-là, il ne fallait pas me les laisser. Tu savais très bien que quand ils les récupéraient, c'est moi qui m'en occupais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est hallucinant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tu savais très bien que quand ton ex-mari récupérait les gamins, c'est moi qui me les tapais. Ben aujourd'hui, il ne faut pas te plaindre qu'ils soient partis. Ben, je sais pas comment ça se fait que ce jour-là, ça s'est pas mal terminé. Moi, je ne suis pas de tempérament violent, etc. Et je l'ai regardée droit dans les yeux, parce qu'elle est musulmane, elle est pratiquante aussi, je pense. Et je lui ai dit, bah, tu sais quoi, le jour où on se retrouvera devant Dieu, on réglera nos comptes. J'ai dit, dans cette vie-là, je ne te lâcherai pas tant que je n'obtiendrai pas justice. Mais là-haut, tu ne passeras pas tant qu'on n'aura pas rendu nos comptes pour la mort de mes enfants. Et elle me fait raconte tes salades, j'en ai absolument rien à faire, quoi. Et je suis sortie. Je suis sortie du magasin. Et là, c'est là que ça m'a convaincu que ouais, c'était pas juste un accident. Le 31 mars, c'est un jugement que tu obtiendras? Ouais. C'est-à-dire que le 31 mars, tu sauras si cette femme a été condamnée ou pas par la justice. C'est ça, parce que le problème en plus en France, c'est que les parties civiles ne peuvent pas faire appel. C'est-à-dire que la décision qui sera donnée le 31, si je ne suis pas d'accord avec cette décision, je n'ai pas le droit, en tant que partie civile, de faire appel. Donc faire appel, ça veut dire je ne suis pas d'accord et Avec je veux que ce soit jugé par une autre instance. Voilà, il n'y a que le procureur qui peut faire ça. Le souci, c'est que dans cette procédure, comme je disais dès le début, personne n'a voulu inquiéter le maire, donc j'ai dû faire une citation directe, une convocation du maire au tribunal, pour qu'il soit lui aussi questionné sur sa responsabilité. Il sera là le 31? Il sera là le 31 normalement. Et étant donné que le procureur n'avait pas souhaité que le maire soit convoqué devant le tribunal, il n'y a que lui qui peut faire appel en fait. Donc ce que je crains, c'est que la décision ne soit pas à la hauteur du drame, mais que le procureur refuse de faire appel. Parce qu'il y a aussi le maire qui est derrière la barre en fait, qui est appelé à la barre en tout cas. De ton côté, c'est le 3 avril, c'est le procès ou le jugement, Nathalie, le 3 avril? C'est le jugement. C'est le jugement du conducteur. Donc comme l'IA, tu sauras si le conducteur, d'ailleurs j'ai dit chauffard, mais je crois que tant qu'il n'y a pas eu de jugement, je me dois de dire conducteur, donc je me permets de rectifier ce que j'ai dit. Le 3 avril, tu sauras si le conducteur a été... Enfin, quelles sont les peines pour le conducteur? Voilà, c'est ça. Donc le 3 avril, je saurai la peine qu'il aura. Je l'espère, que ce soit une peine à la hauteur des faits, surtout. Parce que c'est tout ce que je demande, en fait. Je demande rien de plus. Pour moi, c'est pas sorcier ce que je demande, c'est normal. N'importe quelle victime aurait demandé la même chose que moi. Tu demandes à ce que la loi soit appliquée. Vous demandez à ce que la loi soit appliquée, en fait. C'est normal, en fait. C'est le seul droit qu'on a en France. Enfin, j'estime. C'est la seule chose qu'on a en fait, parce que les gens nous le disent, des fois il y a des commentaires, mais ça fera pas revenir tes enfants. En fait, il faut vivre une injustice pour comprendre ce que ça fait de vivre avec. Tant qu'on ne reconnaît pas l'injustice qu'on a vécue, on ne peut pas continuer en fait. On ne peut pas juste avoir enterré ses enfants ou son mari et continuer à vivre, c'est pas possible. Même si, moi pour ma part en tout cas, même si cette femme-là prend perpétuité, ça n'allègera pas ma peine. Nous, on est déjà condamnés à perpétuité. Voilà, on est condamnés à perpétuité déjà. Il n'y a rien qui pourra réparer ça. Mais qu'on reconnaisse que cette femme-là a causé la mort de vos enfants et pour cette raison-là, elle est condamnée, que le maire a commis une faute, Gilles Platret, et pour cette raison-là, il est condamnable, il est condamné, ça va un peu... C'est un pansement. Pour l'instant, la blessure, elle est ouverte, il n'y a pas de pansement. Ça fait 5 ans pour ma part, bientôt 5 ans qu'elle est béante, elle ne cicatrise pas, il n'y a rien qui se passe. Et bien là, on va mettre un petit pansement. Et on va mourir avec ce pansement-là. Exactement. Mais malheureusement, on a quand même besoin de ce pansement. Même si ça ne guérira pas la plaie, on a besoin de poser ce pansement-là. Au moins, on se bat pour eux, en fait. Comment on peut encore vous soutenir? Comment on peut encore vous suivre? Comment on peut encore manifester notre amour, tout simplement, pour vos histoires? Parce que je crois qu'il faut parler d'amour dans ces cas-là, quand on se manifeste, et vous en avez des manifestations, vous en recevez de l'amour. Et j'imagine, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous donne de la force, j'espère que ça vous donne du courage. Est-ce que vous le ressentez? Oui. Totalement. Totalement, c'est magique en fait. C'est vrai que
quand on est seul, en fait, quand on se retrouve seul, livré à nous-mêmes, et on ouvre nos messages, ça redonne la joie, en fait. Même si c'est que quelques instants, on sait qu'intérieurement on souffre, mais ça nous redonne de la motivation. Il y a des moments où on a envie de tout lâcher, tout abandonner, et on va un peu sur notre page Instagram ou autre, en fait, et ça nous donne la force, tout simplement. Est-ce que vous pouvez citer les réseaux sur lesquels on peut vous soutenir? Pour le mien, c'est Justice Enfant Lalia, pour ma page Instagram, et j'ai aussi le même pseudo pour Twitter. Justice Enfant Lalia. Voilà, et sur TikTok, mais je suis plus sur Instagram. Ok. De ton côté, Nathalie? Donc moi, c'est Justice Famille Mohamed sur Instagram, pareil. TikTok aussi, Twitter, pareil. Merci Nathalie, merci Lalia. Merci. Voilà, j'espère. Merci à toi. C'est avec plaisir et je serai là aussi après le jugement, mais ça vous le savez. Voilà. J'espère que ce qu'on fait, ça peut vous aider. Ça nous aide. Voilà. Ça nous aidera. Je ne sais pas si ça a de l'impact, je n'ai pas de recul, mais j'espère, en tout cas, on est là. Le public qui me suit, je le sais, ceux qui sont en tout cas sur cette vidéo, ils seront là aussi avec vous. Donc, on va sur vos pages. Si vous mettez en ligne des pétitions, on sera là pour les signer et on sera là surtout pour vous accompagner, quel que soit, et je dis bien quel que soit le résultat de vos jugements respectifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi l'histoire de Nathalie et de Lalia. Merci pour elle, merci pour votre implication, merci pour tout ce que vous faites et pour les témoignages que vous leur apportez au quotidien. Et on se retrouve très bientôt. J'hésiterai pas à vous donner des nouvelles des suites de leurs affaires respectives. À bientôt, bye bye.